La guerre du Lean n'aura pas lieu. La guerre du Lean, pardon, et de l'Agile n'aura pas lieu. Alors, elle n'aura pas lieu en tout cas à la RATP. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je suis Valérie Limousin et j'ai en charge le programme de déploiement du Lean Management dans le cadre de la direction digitale et innovation de la RATP. Et je suis accompagnée aujourd'hui. Et bonjour à tous, je m'appelle Florence Lyon et je suis en charge du programme de transformation agile du groupe RATP. Alors, l'idée de cette conférence nous est venue il y a à peu près un an, enfin il y a même franchement un an, à cette même session, en discutant avec des homologues, on s'est aperçu que finalement nos programmes fonctionnaient plutôt bien ensemble et ça semblait pas être aussi évident dans d'autres entreprises. Donc on a un peu réfléchi au sujet, on est en préambule, on est allé voir notre directeur qui est dans la salle aujourd'hui et qu'on remercie, Frédéric, à qui on a posé la question et on lui a dit mais finalement qu'est-ce qui pour toi fait que ça fonctionne aujourd'hui ? Et donc, quand on a commencé un petit peu à réfléchir au sujet, on s'est dit que le premier élément qui était super important, eh bien, c'était le sponsor. Et ça, le sponsor, c'était absolument essentiel pour pouvoir fonctionner ensemble sur la suite de notre programme. Alors rapidement, un petit point très rapide sur l'agile et le lean, un peu ce qu'on en utilise nous aujourd'hui en commun en tout cas, et ce qui fait sens dans notre histoire. Alors sur l'histoire du lean et de l'agile, j'ai beaucoup d'agilistes dans la salle, donc je ne vais pas vous refaire l'histoire, mais globalement, les années 90, le démarrage avec le RAD, et puis en 2001, l'arrivée du manifeste qui a ancré un certain nombre de choses. Côté Lean Management, on a commencé l'histoire un petit peu plus tôt, pendant la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis. Elle s'est poursuivie au Japon. Elle a été ancrée de façon un peu plus ferme dans les années 90 aux États-Unis. Et donc même si effectivement le Lean et l'Agile ont des moments d'histoire partagée, on voit quand même qu'on a en tout cas une ancienneté qui est un peu plus grande sur le Lean. Et certains agilistes reconnaissent plus ou moins facilement leur filiation entre finalement le Lean et l'Agile. Au niveau de la culture, si on regarde finalement en agile, normalement j'enfonce des portes ouvertes en disant ça, on va vraiment promouvoir le travail d'équipe, la création d'équipes auto-organisées qui sont alignées sur des objectifs communs, qui partagent en tout cas un objectif commun qui est toujours centré sur l'utilisateur et le client. On va mettre en avant la flexibilité et surtout l'adaptation au changement qui est vraiment un des points très forts aujourd'hui de l'agile. Côté Lean, on va surtout parler finalement d'optimisation, de simplification. Simplifier les flux, limiter les gaspillages, faire en sorte vraiment de consommer moins et de travailler de manière le plus efficace possible et le plus rapide possible. Si on voit que nos deux méthodologies sont assez complémentaires, on peut voir aussi qu'en termes d'outils, l'une comme l'autre, on n'a pas trop à s'en vouloir. On utilise un jargon, un verbiage qui est sympathique, parfois certains disent un peu complexe, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'une comme l'autre, on dispose d'une boîte à outils qui petit à petit est en train de se rapprocher d'ailleurs, parce qu'on voit que des outils sont en train de passer d'une méthode à l'autre et qui permettent de développer nos programmes. Donc on commence à voir ce petit mouvement de l'une vers l'autre en fait. Tout à fait. Et donc même si on est très doué pour jargonner finalement l'une comme l'autre, on voulait mettre en avant quelques-uns des outils préférés qu'on peut avoir finalement au sein de nos programmes. Je vais en citer deux pour le volet agile. Le premier, un rituel auquel vraiment j'accorde beaucoup d'importance. On a un modèle de délivré maison qui est très inspiré de Scrum et donc on met beaucoup d'importance sur la sprint review. Donc vraiment que l'équipe puisse démontrer ce qu'elle a accompli et qu'on puisse aussi suivre les indicateurs de pilotage. Pour nous c'est important, on a une très forte culture projet au sein de la RATP, c'est important de pouvoir regarder où est-ce qu'on en est sur la version, est-ce que les risques sont maîtrisés, sont pilotés, etc. Deuxième rituel, normalement j'espère que vous l'aviez tous, c'est la rétrospective, puisque pour nous c'est très important de donner du temps à l'amélioration continue des équipes, et pour moi c'est ça finalement la vocation essentielle des rétrospectives. En ce qui concerne le Lean, j'en utilise 3 majeurs, dont 2 qui sont utilisés en même temps. Donc le premier, c'est le DMAIC, parce qu'on est dans une boîte d'ingénieurs et que cette démarche de je définis, je mesure, j'analyse, j'améliore ce que je fais et je le mets sous contrôle pour m'assurer que j'atteins les objectifs que je dois atteindre.
eh bien, cette démarche-là, intellectuellement, ça leur convient bien. Alors effectivement, le DMAIC est très utilisé. Le Kaizen, on l'utilise beaucoup dans les phases A et I pour embarquer le maximum de collaborateurs sur nos démarches. Et enfin, les Mouda. Les Mouda, parce qu'on est une entreprise qui existe depuis quelques années. Hein, on peut dire qu'on a dépassé les 100 ans. Et donc, on a quelques petits juste des coutumes que l'on fait de façon régulière, sans trop se poser la question. Et donc des Mouda, on en a. Et donc le gaspillage, c'est un vrai sujet chez nous, de pouvoir économiser, en tout cas ce qu'on fait au quotidien, et se reposer les questions de pourquoi on le fait et à quel moment on doit le faire. Donc même si on tâche ici de montrer nos différences sur l'histoire, la culture, les outils Lean et Agile, on se rejoint quand même sur la finalité, Valérie et moi, dans finalement pourquoi est-ce qu'on fait vivre aujourd'hui ce programme Lean, ce programme Agile au sein d'un même groupe qu'est la RATP. On se rejoint sur produire au plus juste, en respectant pleinement les exigences de nos clients, de nos utilisateurs. Et ça, c'est vraiment finalement le point qui nous réunit et qui fait que peut-être la collaboration se passe aussi bien aujourd'hui entre Lean et Agile et du coup entre Valérie et moi. Donc c'est clairement une première clé, cette finalité qu'on partage, qui fait de pourquoi ça a bien fonctionné. On en a d'autres à vous partager, quelques tips sur pourquoi ça a bien fonctionné. Le premier, parce que c'est le bon moment. C'est le bon moment pour plein de raisons. Alors comme vous tous, on est confrontés aux évolutions de la société. Alors la première pour nous qui peut être un certain choc culturel, hein, c'est l'attente des nouvelles générations par rapport aux générations qui ont un peu plus d'expérience, on va dire. Et donc oui, on se prend ça aussi finalement de manière parfois un peu brutale quand on recrute des jeunes agents, notamment dans les filières digitales. Ils ont des attentes en termes d'autonomie de fonctionnement, de responsabilité, de souplesse de travail, de télétravail, etc. Et c'est sûr que dans un groupe très ancien comme la RATP, avec une culture managériale plutôt directive, descendante, ça vient nous bousculer. Il y a quelques années, nos RH ont été très surpris quand ils ont reçu des lettres de démission. Ça ne se fait pas de démissionner de la RATP. On avait le statut d'agent à vie jusqu'à la retraite et c'était peinard. Et non, les gens dans le digital démissionnent. Je dis, mais comment c'est possible ? Si, ils ont trouvé plus intéressant ailleurs. Donc ça aussi, ça nous amène à nous questionner. On se prend bien sûr une transformation digitale. Alors certains d'entre vous l'ont sûrement déjà complètement digéré. Ce n'est pas encore notre cas à la RATP. On a encore beaucoup de papier, de process papier, notamment parce qu'on a une entreprise très décentralisée avec pas toujours des espaces compatibles avec le digital. Hein. Quand on est conducteur de métro, on n'a pas forcément le nez sur sa tablette. Donc on a encore là ici des marges de progrès sur la transformation digitale. Et puis, on se prend aussi, nous tous, cette révolution climatique. Alors, ceux qui étaient présents à la keynote d'hier matin l'ont bien compris. Alors, au-delà des attentes que nos agents peuvent avoir sur la responsabilité sociale et environnementale et du coup sur lesquelles on s'engage, si on se projette un peu plus loin, donc la RATP est surtout connue pour son métro à Paris. Si on se projette en 2050, Paris va devenir l'été une ville encore plus chaude, et donc avec des conditions pas forcément agréables pour ses habitants. Et puis surtout, Paris va vieillir, comme le reste de la France d'ailleurs. Hein. Donc les métropoles vieillissent en particulier. Et quand on vieillit, les escaliers du métro, ça peut être un petit peu compliqué. Et donc que faire de notre métro qui aura à cette époque-là 150 ans, avec plein de marches partout, qui n'est pas forcément climatisé, ventilé, les températures ne sont pas forcément idéales, et pour autant une population de seniors qui va aller croissante, et qui du coup ne pourra plus utiliser ces transports en commun. Donc ça attire des questionnements aussi finalement sur comment est-ce que demain on doit positionner ce groupe RATP. Et le dernier facteur finalement qui vient nous chambouler et qui vient alimenter ce sentiment d'urgence, c'est l'ouverture à la concurrence. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais au 1er janvier 2025, on va vraiment avoir une concurrence qui va commencer à s'opérer sur le réseau. Alors le premier réseau impacté, ça va être le réseau des bus. Donc concrètement, là où 100% des bus de Paris aujourd'hui sont exploités par la RATP, et demain, il va falloir qu'on se batte pour garder ça, parce que clairement, il y a des concurrents qui ont envie de prendre du territoire là-dessus. Et donc cette ouverture à la concurrence, elle a vraiment bouleversé l'organisation avec la création de filiales, des nouveaux fonctionnements, de la recherche d'optimisation, de positionnement, et puis aussi une opportunité de se développer ailleurs.
Et donc, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'au-delà des 14 lignes de métro, des 10 millions de voyageurs par jour en Île-de-France, la RATP est aussi le 3e opérateur mondial de transport public qui est présent dans plus de 15 pays. Et donc, même si effectivement cette menace en Île-de-France, elle nous pèse et elle nous contraint et elle nous stresse, c'est aussi ailleurs, du coup, de formidables opportunités de développement pour nous. Et donc là aussi, on a quelque chose à jouer. Alors on a vu que le moment était important pour déclencher ce type de programme et pour s'assurer que ça fonctionne bien. Il y a un deuxième truc super important, c'est l'humain. On en parle, on l'entend pas mal dans les conférences. Alors j'étais rassurée parce qu'hier j'ai assisté à une conférence sur l'IA et ChatGPT qui permet de définir nos value stream mapping, qui est quand même un élément commun à nos deux méthodologies. Bon, je me dis quand même que côté pilotage de programme et faire sens et emmener les collaborateurs, on a encore un petit peu de boulot. Donc je me dis que l'IA, bon, pas encore complètement tout de suite sur scène. Mais pour autant, si on parle des personnes, donc j'en parlais en préambule quand on a posé la question à notre directeur, il nous a dit, c'est simple, en fait, pourquoi ça marche? Parce que j'ai mis les bonnes personnes. Bon, ça ne nous a pas beaucoup aidé au démarrage pour notre pitch. Et puis, quand même, on a creusé du coup. On a pris le point, on a creusé et on a réfléchi finalement à ce qui nous embarquait sur le sujet. Alors, ce qui nous embarque fondamentalement, c'est quoi? C'est nos valeurs. Alors, nos valeurs au quotidien, dans le travail en tout cas, Florence et moi, on est hyper attachés à l'amélioration continue. On est hyper attachés à la notion de quick win, à mettre en place des petites victoires rapides au quotidien pour embarquer les collaborateurs. Ça, c'est une valeur qui est fondamentale. Un second point qui nous permet aussi d'aller dans le bon sens, c'est qu'en fait, on a des objectifs communs. Et ces objectifs communs, c'est ce qui fait sens et c'est ce qui fait que quand on prend la direction que l'on prend vis-à-vis de nos deux programmes, on est garanti qu'on va arriver au bon endroit parce que notre sponsor nous a donné la bonne direction à prendre et qu'on s'y retrouve. Le deuxième point important sur lequel, en termes de valeur, on s'y attache, et c'est vraiment ça, je crois, la valeur différenciante. Jusque-là, on vous a dit des choses qui étaient finalement assez bateaux, parce on s'est écrit dans tous les bouquins, même si nous, on le vit vraiment au quotidien, et c'est une valeur forte. La chose qui fait qu'on fonctionne vraiment bien, c'est la notion d'impact. Au-delà de la politique, on va vraiment parler de l'impact. Si je parlais alors, en termes d'impact, qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, merci. Si la question de l'impact est importante, on la prend en charge au-delà même de la politique. La politique à la RATP, c'est comme dans tous les grands groupes, il y en a. Puis alors nous, on est bien parce que sur nos 3 derniers présidents, il y en a 2 qui ont été premiers ministres. Donc autant vous dire que côté politique, on a des bons sujets. Et nous, au-delà de cette politique de l'entreprise, on va vraiment aller travailler l'impact de nos programmes auprès des collaborateurs et auprès de nos clients. Et c'est ça qui fait la différence véritablement. On va systématiquement aller chercher nos clients et systématiquement aller chercher nos collaborateurs. Ce que je vous propose, c'est qu'on détaille les 2 aspects. Alors l'impact client, en tant qu'agiliste, ça devrait vous parler. Donc évidemment, on se dit tous qu'on veut prioriser par la valeur, qu'on veut être centré client, etc. Après, comment est-ce que vous le faites? C'est un peu ça la question, et c'est souvent là finalement qu'on peut se heurter, notamment sur des transformations à l'échelle. Ce qu'on a voulu faire, nous, quelque part, c'est utiliser un des points forts de la culture RATP. En gros, il y a une très forte culture projet. Les projets, la RATP, c'est quelque chose de sérieux. Puis alors, ça peut mettre 10 ans, 15 ans. Hein. Quand on fait la ligne 15, le Grand Paris, c'est pas des choses qu'on a lancées sur un coin de table. Donc, on est vraiment organisé pour faire des projets et des pilotages de qualité. Mais nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait finalement se doter d'un modèle de delivery pour justement nos projets digitaux, qu'on voulait éminemment centrer sur l'impact client. Pour ça, il y a 4 points essentiels. Je vous l'affiche là finalement sur les slides. Pardon si c'est écrit un peu petit. Finalement, les 4 points clés pour incarner cette priorité à l'impact client sur ce modèle de delivery. La première, c'est que tout projet démarre par une très bonne idée qu'a eu quelqu'un dans une direction métier. Donc ça, c'est assez classique. Alors, je ne sais pas ce que vous faites. Moi, à cette étape-là, j'interdis à un architecte d'aller voir le mec du métier qui a eu son idée lumineuse. Ils sont très bons, nos architectes haïtiens, ne vous inquiétez pas. Seulement, un architecte, vous lui donnez un problème, il vous donne une solution. C'est normal, il est payé pour ça, il est ingénieur, il a une tête bien faite. C'est pas ce que je veux.
Nous, à ce moment-là, finalement, on est en phase vraiment d'idéation. Ce qu'on veut, c'est aller comprendre, aller détourer le bon besoin, le juste besoin, et aussi dans une certaine approche frugale. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller mener des interviews des utilisateurs, actuels ou futurs, et on va tâcher finalement, avec un questionnement structuré autour du Lean Canvas, on va vraiment chercher à détourer le bon besoin. Et donc ça, pour nous, c'est un point important. Donc c'est vraiment une personne qui est orientée produit, qui fait ce travail-là, et pas du tout quelqu'un qui a un profil d'ingénieur, d'architecte. Le deuxième point qui est important pour que cet impact client il soit parfaitement incarné dans notre approche, quand on a détouré le bon besoin, on va aller chercher un double engagement. Déjà engagement des équipes IT, donc on a forcément un sponsor IT qui est là, mais aussi un engagement côté métier. Et pour nous, ça c'est hyper important. On veut que le métier s'engage, et notamment s'engage, au-delà du financement qu'il peut mettre sur le sujet, il va s'engager à nous déléguer un product owner qui va travailler dans la squad agile avec nous sur le plateau. Concrètement, ce product owner, ça peut être un conducteur de métro. Ça peut être un agent de maintenance dans un atelier de réparation des RER. Ça peut être un manager d'équipe d'exploitation. Ça peut être une RH, justement, qui gère tout un tas d'hôtes d'accueil, par exemple, comme on peut avoir dans les petites guérites RATP. Donc ce sont vraiment des opérationnels et c'est eux qui vont justement, avec le reste de la squad, finalement arriver au produit final. Alors évidemment, ce product owner, ce n'est pas un agiliste, donc on ne va pas le planter tout seul, on va l'aider avec une équipe autour de lui, donc un proxy product owner qui va venir l'accompagner. Et le rôle clé dans cette histoire, c'est le rôle de l'UX, l'UX designer. On ne lance aucun projet sans un UX designer. Pour nous, c'est essentiel finalement à la réussite de ce modèle. L'UX designer, avec son travail sur les personas, les parcours clients, c'est lui vraiment qui va faire en sorte que finalement cette centricité client soit incarnée tout au long de ce modèle de delivery. Et ça a l'air de rien, mais c'est un truc assez puissant. Donc concrètement, la squad agile, elle arrive le premier jour. Bon, on va l'onboarder tranquillement. Le deuxième jour, ils vont monter dans une cabine de conduite de métro pour comprendre ce que c'est la réalité d'un conducteur de métro. Il est toute la journée dans un tunnel et il voit la lumière au bout, mais il s'arrête lui quand il est de nouveau dans le noir. Ok, qu'est-ce qu'on fait de ça quand on veut digitaliser finalement les rapports de conduite pour la sécurité ferroviaire? Donc ça, c'est hyper important. Notre modèle de delivery, dernier point, il est time-boxé, c'est volontaire. Donc c'est une convention, c'est vraiment quelque chose de ferme sur lequel on ne veut pas déroger. On doit être capable en 6 semaines de produire un cadrage sur le besoin qu'on a détouré. On doit être capable en 6 mois de produire un incrément de valeur sur le besoin qu'on a détouré. Et si on n'est pas capable, on va devoir rendre de sacrés comptes au directeur, justement, pour expliquer pourquoi est-ce qu'on n'est pas foutu en 6 mois de faire un premier incrément de valeur. Et je vous assure que cette pression-là, elle est énorme, mais aussi c'est pour ça que le challenge est intéressant. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on y arrive. Ce modèle-là, alors il ne s'est pas construit en un jour, hein, c'est l'histoire de plusieurs années de travail. Mais aujourd'hui, on a une 50aine de produits qui ont été finalement produits sur ce modèle-là et qui tous, finalement, ont des retours clients vraiment très, très, très positifs. Je m'arrête là parce que je ne veux pas passer trop de temps sur le modèle de delivery. En tout cas, c'était vraiment pour vous montrer comment l'impact client, on veut l'illustrer à chaque étape, finalement, de la création de nos produits digitaux. En ce qui concerne l'impact collaborateur, on a pris un parti pris très fort immédiatement, c'est de travailler autour de la QVT. Alors cette QVT, c'est pas installer des baby-foot à peu près à tous les étages de l'immeuble dans lequel on est, non, pas du tout. La QVT sur laquelle on travaille, c'est celle qui va servir aux collaborateurs au quotidien. J'en parlais, on est une entreprise centenaire, on a énormément de tâches qui existent depuis plusieurs années. Une rame de métro aujourd'hui, ça dure 50 ans. On a des logiciels qui datent d'il y a un certain temps aussi. On a un legacy qui est important et en même temps, on est en train de créer ces nouvelles applis, cette nouvelle façon de fonctionner pour nos conducteurs, que ce soit métro, bus, tramway. Eh bien, pour travailler cette qualité de vie au travail, on a fondamentalement travaillé sur les irritants des collaborateurs. La première question qu'on s'est posée, ce sont les besoins fondamentaux qu'ils avaient. Où est-ce qu'ils avaient mal? Qu'est-ce qui était indélicat? Qu'est-ce qui faisait qu'au quotidien, ils avaient ce petit caillou dans la chaussure? Ils ne le voient même plus. Ils l'ont depuis tellement d'années qu'ils ne voient même plus qu'ils ont ce petit caillou dans la chaussure. Le premier travail, ça a été de définir ces axes sur lesquels ils avaient besoin qu'on vienne alléger la charge.
Et après, on s'est mis en mode ingénieur classique, on a fait un projet, on a nommé un chef de projet qui a embarqué un certain nombre de collaborateurs. Bon, le mode classique projet, ça marche bien à la RATP. Et puis, dans ce projet-là, le premier truc qu'on a fait, c'est de faire monter les compétences de nos collaborateurs parce qu'il y a des outils, parce qu'il y a de la méthodologie. On les a accompagnés pour pouvoir développer ces méthodes dans leur projet. Donc, répondre aux besoins fondamentaux, monter un mode projet, développer les talents des collaborateurs, ça, on sait tous le faire. La chose qui fait que c'est un petit peu différent, c'est qu'on essaie en parallèle de changer le mindset de nos collaborateurs, développer l'autonomie. Tous les petits jeunes qui arrivent sur le marché, ils savent faire ça, l'autonomie, ils l'ont appris dans leur école. En revanche, nos anciens, ceux qui ont plus de 20 ans dans la boîte, l'autonomie, un petit peu moins. Ils passent d'un mode commande-contrôle à un mode autonome, c'est pas si facile que ça. Et donc ça s'accompagne. Et donc ça, effectivement, il faut qu'on autorise nos collaborateurs à être autonomes, à oser faire des choses, à oser proposer des sujets. Et une fois qu'on a développé le mindset, on a identifié les projets, on a fait monter en compétence nos collaborateurs, eh bien l'idée c'est le partage de valeur pour aller plus largement couvrir l'ensemble des collaborateurs, parce qu'évidemment on ne va pas tout faire ça d'un seul coup, on va les emmener petit à petit. Et donc avec l'ensemble de ces items-là, eh bien ça nous a permis d'emmener les collaborateurs, de les faire travailler ensemble. Et je peux vous assurer que moi je venais d'un groupe privé avant, ça fait 10 ans que je suis à la RATP. J'avais très très peur des syndicats quand je suis arrivée. Et bien, je peux vous dire qu'aujourd'hui, ce sont mes meilleurs promoteurs. Donc, en travaillant sur cette qualité de vie au travail, alors effectivement, comme mon directeur est dans la salle, je vais le dire, on va faire de la performance, parce qu'évidemment, derrière, on va gagner en performance. Mais le premier mot-clé qu'on utilise, c'est vraiment la qualité de vie au travail, et c'est là-dessus qu'on travaille avec eux. Ce qui fait que ça marche encore. Ah là 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 là. On ne sait pas. Ce qui fait que ça marche encore, ce qu'on vous propose là, c'est, on vous a dit en 3 points, donc c'est le bon moment, la transfo, ça l'est dans beaucoup d'entreprises, mais vraiment nous particulièrement en ce moment, les bonnes personnes, et puis la question de l'impact. Ça, ce sont les 3 valeurs essentielles sur lesquelles on travaille. Ce qu'on vous propose là, c'est en 5 petits tips de vous dire, mais finalement, qu'est-ce qui fait que ça marche encore aujourd'hui et pour la raison pour laquelle on y croit encore pour demain. La première raison, eh bien, c'est des points réguliers entre nous. Assez rapidement, quand on a commencé notre mission, on s'est vu, on a défini nos périmètres, on est parti d'un postulat, on s'est dit qu'on allait voir dans le temps, finalement ce postulat était plutôt bon. Florence s'est focusée sur le build, moi je me suis focusée sur le run. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas aller dans le cadre de certains projets, notamment là par exemple en ce moment sur le Wi-Fi, je vais aller mettre mon grain de sel pour aller voir comment on peut optimiser des choses. C'est pas pour ça que Florence ne va pas venir sur certains projets du run pour mettre un petit peu d'agilité, notamment si on parle de supervision, je pense qu'il y a des éléments sur lesquels on peut travailler ensemble. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne vient pas s'interpeller sur des sujets qui sont build to run. Pour autant, pour avoir un discours clair vis-à-vis des collaborateurs, on s'est positionné sur un périmètre. Et ensuite, ce qui fait que ça marche, c'est qu'on se voit tout le temps en fait. Tout le temps. Tous les mois, à minima, au moins une fois. Mais en tout cas, dès qu'on a un sujet, on en parle. Et ce qui fait fondamentalement la différence, c'est qu'on se fait confiance en fait quand on se parle. Voilà. Oui, effectivement, on se fait confiance et on arrive à tout se dire, même si par moments on peut avoir finalement des choses qui peuvent nous agacer aussi l'une l'autre, mais néanmoins on sait qu'au final on avance ensemble et on peut tout se dire, donc ça effectivement c'est clé. Et puis on a quelques challenges en commun, Valérie et moi. On vous l'a dit, donc la RATP c'est pas vraiment une start-up, on en est même très très loin. On est un groupe qui a plus de 100 ans, qui a une histoire très très riche, qui a une culture d'entreprise mais extrêmement riche, extrêmement ancrée. Et les agents RATP sont très très fiers de travailler pour les RATP. Alors peut-être que vous avez une image un petit peu différente, mais sachez qu'en interne, finalement, cet engagement collectif, il est vraiment présent. Ce qui veut dire que quelque part, faire bouger cette très très belle, très très grosse organisation, et c'est pas évident quand on dit vas-y maintenant tu transformes poulette, ouais non. Donc on a besoin de rythmer. Vraiment cette obsession du rythme, on la partage Valérie et moi. C'est important. Valérie parlait des quick wins tout à l'heure. Les quick wins c'est un élément clé justement dans ce rythme-là. On a besoin de rythmer les échanges avec nos sponsors. On a besoin de rythmer les échanges avec la totalité de l'organisation.
On a besoin, finalement, on est aussi des courroies de transmission, donc de montrer à nos sponsors qu'il y a déjà des gens, avant même que Valérie et moi n'arrivions, qui ont eu des très bonnes idées, des très bonnes initiatives, et mettre en avant ces early adopters, c'est quelque chose de clé aussi pour nous. On a besoin de donner envie. Je vous ai mis une courbe que beaucoup d'entre vous doivent connaître, qui est la courbe de l'innovation sur le Rogers. Grosso modo, quand vous lancez une innovation, une transformation, vous arrivez peu ou prou à convaincre les 15 premiers pourcents entre vraiment les innovateurs et les adopteurs précoces. Et c'est là, en fait, et c'est après ces 15%-là, finalement, que les difficultés commencent. Et autant Valérie que moi, on a dépassé ça, et vraiment notre challenge aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on arrive à attaquer ce que certains peuvent appeler de manière très poétique un ventre mou. Et comment est-ce que finalement, ces gens-là, on arrive un par un à recruter des nouveaux ambassadeurs, un par un finalement à mettre, pourquoi pas, des talents en évidence et les embarquer finalement dans cette aventure Lean ou dans cette aventure agile que l'on pousse Valérie et moi. La clé là-dedans, c'est vraiment de leur donner envie et de leur montrer ce que eux ont à gagner finalement à déployer des pratiques Lean ou agiles avec notre soutien. Alors évidemment pour ça, troisième point clé, j'enfonce encore une porte ouverte. Communiquer sans relâche, vraiment, sans relâche, tous les jours, tout le temps, c'est essentiel. D'autant plus quand on travaille à la RATP. Déjà parce que, alors vous le voyez peut-être pas, mais sachez qu'à l'intérieur de la RATP, il y a énormément de transformations qui sont à l'œuvre en même temps. Donc vous nous voyez toutes les deux, donc Valérie, Madame Agile, Florence, Valérie, Madame Lean, pardon. Je commence à m'embrouiller, on s'entend tellement bien. Et Florence sur l'Agile. À côté de ça, il y a plein d'autres choses. On va parler d'excellence opérationnelle, d'excellence managériale, on va parler d'innovation, de rupture technologique. On a énormément finalement de chantiers qui sont à l'œuvre et qui parfois peuvent se bousculer. C'est important de communiquer entre nous, mais aussi vers le reste de l'organisation pour donner le sens. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Le Lean et l'Agile ne sont pas concurrents. Expliquons aussi à tout le monde comment nous, on perçoit ça, et ce sont des approches éminemment complémentaires. Et donc ça, pour nous, c'est vraiment clé. L'autre point, c'est que notre fonctionnement normal, notre mission à la RATP, c'est transporter sur vos trajets du quotidien donc des millions de voyageurs. Ce fonctionnement normal, il est très régulièrement perturbé par l'actualité. Alors je dis perturbé, pardon si le mot est un peu péjoratif. Dernier exemple en date, les Jeux Olympiques. Donc là, on a eu à faire face finalement à un événement exceptionnel dans Paris intramuros ou proche banlieue qui nous a amené à bouleverser complètement l'organisation interne de la boîte. Là, on est content parce que ça a plutôt bien marché. Mais c'était aussi un travail qui a dû s'anticiper et vraiment être mené très en amont. Ce fonctionnement normal, il peut aussi être affecté, alors vous le connaissez aussi, parfois par quelques mouvements sociaux auxquels certains de nos agents vont contribuer, mais aussi par n'importe quel événement qui a lieu sur la voie publique et qui vient perturber le plan de transport qu'on peut avoir établi. Et donc, la boîte est très douée pour faire face à ces crises, à ces challenges et les surmonter. Mais une fois que la pression est retombée, que le retour à la normale s'opère, il ne s'agit pas juste de retomber dans la routine. C'est important pour nous, pour Valérie et pour moi, d'arriver à remettre de l'énergie sur des actions de fond de transformation. Et pour ça, on utilise tous les canaux qu'on a à notre disposition. Donc évidemment, comme tout le monde, on va passer beaucoup de temps, d'énergie pour déployer des sensibilisations, des formations. On organise des webinaires, on fait pas mal d'ateliers. On propose bien sûr des accompagnements à toutes les équipes qui en ressentent le besoin. Même on va leur proposer avant même qu'elles aient l'idée du besoin, voir si ça peut germer de leur côté. On va intervenir dans des plénières, managériales ou pas. Et tout ça finalement pour maintenir l'alignement collectif, pour maintenir l'engagement collectif dans la durée, et c'est là vraiment pour nous qu'est le principal écueil aujourd'hui. Donc communiquer vraiment sans relâche. Quatrième point, il faut assez vite assumer que dans toutes les graines que l'on va planter, dans les centaines de personnes qu'on a vues défiler dans nos formations respectives, c'est sûr qu'on n'a pas un taux de transfo de 100%. Vous n'allez pas, avec une formation finalement Lean ou Agile, d'un coup devenir un expert du sujet et enchaîner finalement la Green Belt, la Black Belt, etc. etc. Non, ça n'arrive pas. Donc oser planter des graines et assumer qu'elles ne vont pas toutes prendre. Mais c'est parfaitement OK. Parce que ce qui arrive aussi, et ce qu'il faut sans doute avoir le courage de regarder et de célébrer, c'est que vous faites une formation, et puis 3 semaines après, il y a un chef de projet qui vous appelle pour dire « Écoute Florence, j'aimerais bien quand même essayer de faire un petit atelier sur la vision parce que je sens qu'en fait, on ne sait pas très bien où on va avec ce projet. » Et ça, c'est une victoire. C'est une victoire qu'il faut savoir célébrer. C'est important pour nous aussi pour alimenter le rythme dont on a besoin. Et puis, des petites victoires du quotidien, on en partage pas mal aussi avec Valérie. Elle comme moi, on est des grandes fans du management visuel.
Et donc dès qu'une équipe met en place un management visuel, pour nous c'est une victoire. Alors c'est pas une victoire du Lean ou de l'Agile, on vient pas avec notre étendard, ah non c'est moi qui ai planté le drapeau Agile en premier, non on s'en fout. Si une équipe voit du sens et de l'intérêt, voit de la valeur à mettre en place un management visuel, c'est une victoire pour la RATP, c'est une victoire pour la transfo de la direction digitale et innovation, et on en est très fiers, quel que soit finalement ce qu'on a pu mettre en place. Donc voilà des exemples de choses qu'on fait qui sont très bateaux, mais qui ont toujours finalement de l'intérêt. Donc le banano-patatomètre, des mesures de vélocité. On fait du numérique responsable, donc on va aussi aller scanner régulièrement la performance de nos applications sur ces critères-là. Et rien qu'afficher ça, c'est très bête, mais ça nous rappelle tous l'école quand on voit qu'on a un score éco-index AD sur une appli. Je peux dire que le tech lead, quand il voit qu'il est AD et que la note elle s'affiche en orange, voire en rouge, le sprint d'après, il vous a tout corrigé. Et ça y est, c'est remonté. Donc ça marche, vraiment ça marche. Le dernier point sur lequel on voulait revenir et qui est important, on a vu qu'il y avait pas mal de sujets, la RATP se transforme, il y a énormément de projets qui se lancent pour transformer cette RATP. Pour le coup, on ne peut pas tout faire. On est deux, on a un peu des gens qui nous aident quand même au quotidien pour mener ces actions, mais pour autant, on ne peut pas tout traiter en même temps. Alors, pour nous, c'est sûr, pour nos collaborateurs, mais surtout pour les collaborateurs de la RATP, on ne peut pas tout transformer d'un coup. Donc, il faut faire des choix. Ces choix, Florence en a un peu parlé tout à l'heure quand elle parlait de ses résultats à 6 mois. Quand on voit qu'un projet, alors je ne parle pas de ligne de construction de métro, où là effectivement on va compter en années et pas en mois, mais sur un projet digital, quand on voit qu'on ne peut pas arriver à un premier résultat sous 6 mois, on ne va peut-être pas mettre la priorité dessus. En tout cas, pas là pour le moment. C'est une première façon de faire des choix. Côté Lean, moi j'utilise un deuxième argument qui est plutôt de dire... Pour avoir une transformation fiable, j'ai besoin d'emmener les collaborateurs et pour ça, je vais renforcer ma porte, on va travailler sur les quick wins. Les quick wins parce que ça permet de répondre aux besoins court terme des collaborateurs. Sauf que si je fais que des quick wins, je vais rester en superficiel. Et ça ne me va pas. Parce que la RATP, elle a véritablement besoin de se transformer. Et donc, dans mon portefeuille de projets, j'ai systématiquement quelques projets qui vont aller transformer en profondeur, qui vont être forcément un peu plus longs puisqu'on va venir aller attaquer des sujets qui sont un peu plus lourds. Le nombre de fois où j'ai entendu « mais Valérie, on peut pas faire ça ». Mais pourquoi ? Mais parce qu'on a toujours fait comme ça. Donc pourquoi tu veux qu'on fasse autrement ? Ça fonctionne. Sauf que pour arriver à leur montrer que oui, ça fonctionne, mais qu'en changeant peut-être 1, 2 ou 3 sujets, on pourrait le faire beaucoup plus rapidement, avec un petit peu moins de personnes. Ça mettrait les équipes en sécurité par rapport à l'ensemble des projets qu'on a à réaliser, et bien là, ces sujets-là prennent un petit peu plus de temps. Donc, dans mon portefeuille de projets, systématiquement, j'ai des quick wins, c'est sûr, mais j'ai aussi des sujets qui me permettent de travailler en profondeur. Ah oui, encore. Comme il est là, on va lui dire. Alors du coup, on a un patron. À chaque fois qu'on commence une réunion, il commence par « Bon alors, à la fin de la réunion, je serai content si quoi ?» Ou vous allez être contente si quoi. Donc du coup, on va faire l'exercice. Effectivement. Alors j'ai réussi ici, ou nous aurons réussi ici. La question peut paraître un peu simple, en réalité elle tire des raisonnements assez profonds si on essaye de se la poser à l'échelle d'une transformation agile ou lean. Et donc c'est une question finalement qui nous a un petit peu aussi fait travailler toutes les deux. Et pour boucler avec le début de cette présentation, on aura réussi quoi ? Si finalement on arrive à infuser directement nos valeurs dans la culture de la RATP. Je vous l'ai dit, cette culture RATP, elle est très riche, très ancienne, très ancrée, très présente. C'est aussi une force, ça fait l'engagement de nos agents au service finalement de la mobilité du quotidien. Mais quelque part, on aura vraiment réussi si on arrive à ce que cette culture RATP, elle s'enrichisse de valeurs qui sont pour nous essentielles et qu'on a vraiment tâché de retranscrire dans cette présentation. La première, c'est l'amélioration continue. Autant en Lean qu'en Agile, c'est vraiment une obsession. Et donc, si on arrive à faire en sorte que dans toutes les actions du quotidien, nos agents RATP aient à cœur de se dire ok, c'est bien, mais peut-être que la prochaine fois, je pourrais faire un tout petit peu mieux, un tout petit peu différemment. Là, on aura vraiment aussi gagné un énorme combat, Valérie et moi. Le deuxième point, c'est la centricité client, la centricité collaborateur. On a vraiment tâché de vous le marquer en parlant d'impact. C'est important le travail que l'on fait, nous, il a du sens. Transporter ces millions de voyageurs tous les jours, et en plus sur des approches qui sont
quand même pas mal décarbonés. Hein. Vos transports en commun, c'est 60 fois moins finalement d'impact carbone que la voiture individuelle, donc ça compte. Vraiment cette centricité client, cette centricité collaborateur, arriver à l'incarner dans les gestes quotidiens, si vraiment ça aussi, ça infuse dans la culture RATP, je pense qu'on aura réussi. Et ce qui est bien, c'est qu'on voit des progrès. On a aujourd'hui un président, un certain Jean Castex, hein, peut-être que vous en avez entendu parler. Aujourd'hui, il en parle tout le temps. Lui, ce qu'il veut, finalement, c'est la qualité de service pour les voyageurs du quotidien. Et quand on a un président aussi célèbre que lui et qui dit ces mots-là, c'est vrai qu'on a quand même une petite pointe de fierté de dire là, oui, on pense vraiment qu'on avance dans la bonne direction. Et demain, alors on voit que nos méthodes, c'est une formidable boîte à outils. Cette boîte à outils, on la drive par l'impact. On en a parlé tout à l'heure. Et donc, finalement, demain, aujourd'hui, les impacts qu'on cherche à embarquer, c'est l'impact client, utilisateur et l'impact collaborateur. Demain, l'idée, c'est d'ouvrir les impacts que l'on va traiter. Donc, dans un premier temps, peut-être que de l'agilité, on va ouvrir à l'impact RSE, parce que c'est quand même bien l'idée de demain pour la RATP. Et puis, côté Lean, on va aller travailler aussi sur ce qu'on appelle l'excellence managériale, parce qu'aujourd'hui, si on travaille beaucoup avec les collaborateurs, on travaille finalement peu avec le management. Et l'idée, c'est vraiment de les embarquer et pour qu'eux deviennent de vrais vecteurs de communication autour de ces thèmes d'amélioration continue. Alors pourquoi ? C'est simple, on l'a distillé un peu tout le temps. La RATP va se transformer. On a besoin de répondre à une ouverture à la concurrence qui est forte. On a besoin de se déployer dans le monde entier. On a besoin de répondre à un engagement RSE fort. Bref, tous ces projets-là que nous sommes en train de mener sous la houlette de Jean Castex, évidemment, eh bien, l'idée, c'est de les accompagner avec cette méthodologie-là. Voilà. Un grand merci pour nous avoir écoutés. On est prêt à prendre quelques questions.